Séminaire littérature et censure Pierre Jourde. Je peux présenter à la fois comme universitaire, nous avons reçu beaucoup d'universitaires jusqu'à présent dans ce séminaire, pour des interventions sur la censure, également comme critique littéraire et comme écrivain. Donc, par rapport à la censure, c'est, je veux dire, 3 fois intéressant, puisque nous avions reçu, en dehors de ces interventions scientifiques, Emmanuel Pierrat, qui venait pour donner un témoignage d'avocat. Et nous avons donc aujourd'hui un témoignage d'écrivain sur l'importance que peut avoir la censure dans la création d'une œuvre. Et par une certaine ironie du sort, il se fait que j'ai été victime d'un début de censure, d'une mise en demeure par Emmanuel Pierrat, précisément. En effet. Donc ça sera intéressant de tous ces points de vue. Mais je ne veux pas en même temps donc, dévoiler ton intervention. D'ailleurs, je ne sais pas quel sera le contenu exact. J'attends avec grande impatience. Et à l'issue, nous aurons, comme d'habitude, une séance de questions avec Pierre. Merci. Donc, je ne suis pas du tout un spécialiste universitaire de la censure. Il faut que je m'assoie là, je crois. Pas du tout un spécialiste universitaire de la censure. Il se trouve que, comme polémiste, j'ai eu à affronter une certaine forme de censure il y a quelques années. D'ailleurs, ça continue, on aura l'occasion d'en parler. Et du coup, je me suis penché sur certains débats contemporains concernant la censure. Donc, mon intervention sera à la fois une intervention d'analyse et en même temps de témoignage, en partie. Alors, il s'agira exclusivement, en ce qui nous concerne, de la censure, bon, ça n'interdit pas de faire de temps en temps des petits débordements, mais de la censure dans le monde de la littérature, dans le domaine de la littérature. Et je crois que le titre, si je me souviens bien, c'était censure imaginaire, censure réelle, quelque chose comme ça. Censure mythique, censure réelle. Censure mythique, censure réelle. Ça pourrait être aussi bien censure visible et censure invisible, quelque chose comme ça. Parce que il me semble que nous vivons en grande partie, c'est un postulat, si vous voulez, en tout cas le grand public, vit sur une sorte de représentation un peu datée de la censure, représentation qui, en même temps, arrange un certain nombre de gens. C'est-à-dire qu'on continue à croire que la censure est du domaine de la puissance publique, pour l'essentiel. Or, il me semble que là, depuis quelques lustres, les choses ont commencé à changer. En quelque sorte, ce mythe de la censure étatique sert en partie à cacher une censure bien réelle et qui n'est pas étatique. La censure dont on parle, elle se passe dans le domaine juridique. Il y a en effet des procès contre des œuvres. Or, le plus souvent, je dis bien le plus souvent, pas toujours, mais le plus souvent, on va le voir, ces procès n'aboutissent pas à une condamnation. Ça, c'est la censure qu'on voit. En tout cas, c'est l'interdit à l'œuvre, et on a l'impression que c'est toute la censure. Et en réalité, pour moi, l'essentiel de la censure, c'est celle qu'on ne voit pas, ou qu'on voit beaucoup moins. Alors, posons d'abord le cadre juridique. Je pense qu'Emmanuel Pierrat a dû le faire avant moi. Dans son livre que j'ai ici, le livre noir de la censure, il parle d'une société bardée d'interdits. Alors, qu'en est-il en littérature ? La censure légale, elle est en grande partie basée sur ce qui reste de la loi de 1881, qui a en grande partie assoupli le cadre juridique précédent, et pour l'essentiel, en fait, de la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse. C'est cette loi qui sert le plus souvent lorsqu'on attaque un texte littéraire. Et cette loi s'attaque à des livres présentant sous un jour favorable le banditisme, le vol, la paresse, etc., etc. Donc vous voyez qu'elle est d'un cadre très large. Elle est donc, pour l'essentiel, dans sa lettre, très peu appliquée, sauf dans le cadre d'ouvrages directement pornographiques. Alors il y a cette loi, il y a la loi Guesso, évidemment, qui condamne le négationnisme, le racisme, etc. La loi Perben II,
qui elle est assez pernicieuse puisqu'elle permet de condamner les livres, non pas les livres criminels pour leur contenu, mais les livres de criminels. C'est-à-dire quelqu'un qui sort de prison, ou qui est en prison, publie un livre, et ce livre est condamnable, non pas en raison de son contenu, mais parce qu'on considère qu'il peut faire de la publicité à l'individu criminel qui l'a publié. En réalité, ce qu'il faut voir, c'est que l'initiative de la censure n'est pratiquement plus prise par les pouvoirs publics, plus prise par le parquet. Je prends l'exemple du roman de Jones-Gorlin, Rose Bonbon. À l'époque, si je me souviens bien, c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'Intérieur, et il a décidé de ne pas attaquer le livre. Alors Rose Bonbon, c'est un livre, en fait, certains d'entre vous l'ont peut-être lu, d'abord sans grand intérêt à mon avis, mais surtout qui n'est pas très méchant, hein, qui montre les fantasmes, les difficultés d'un pédophile, mais ça peut difficilement être présenté comme, à mon avis, l'apologie de la pédophilie. Donc il n'a pas été attaqué par l'État, il a été attaqué en justice par des associations, pour l'essentiel, des associations de protection de l'enfance, qui sont extrêmement actives sur le front de la littérature. Michel Houellebecq a été attaqué, en effet. Il n'a pas été attaqué pour l'essentiel pour le livre plateforme, mais pour des propos tenus à côté du livre plateforme. Si je me souviens bien, dans ce procès, le parquet a renoncé à attaquer. Et à nouveau, ce sont des associations, la Ligue islamique notamment, qui ont attaqué Houellebecq. Enfin, je prends un troisième exemple qui me paraît probant de ce recul de la censure d'État. Le livre de Louis Korecki, Il entrerait dans la légende, publié aux éditions Léo Cher, qui raconte le parcours d'un ce qu'on appelle un serial killer, qui s'en prend particulièrement aux enfants de manière notamment atroce. Là encore, ce sont des associations qui ont poursuivi partout où la loi le permettait, c'est-à-dire partout en France. On pouvait. Donc, le procès a fini par aboutir à Carpentras. La cour de Carpentras a condamné Korecki. La condamnation a été infirmée en cour d'appel. Donc là encore, si vous voulez, on a l'impression qu'il y a censure parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a une procédure, et en réalité, il n'y a pas censure. En tout cas, pas dans le domaine ni de l'État qui ne poursuit pas, ni de la justice qui, bien souvent, ne condamne pas. On se retrouve donc dans une situation où la censure visible, là je parle toujours de la censure visible, vient de la société civile, vient des associations telles que l'Enfant Bleu pour la protection de l'enfance, ou l'association Promouvoir pour l'association de l'enfance, telles que la Ligue islamique mondiale, qui fait des procès chaque fois qu'il est l'ombre de l'islamophobie se profile quelque part. Et même, alors je sais qu'il y a des accords sur cette question, la Ligue des droits de l'homme, qui intente également des procès dès qu'elle estime que, par exemple, une œuvre peut être qualifiée de raciste, d'antisémite, etc. La législation sur le respect de la vie privée, elle, peut donner lieu, en effet, à un certain nombre de procès. D'après la loi du 17 juillet 1970, donc une loi qui a 40 ans, respect de la vie privée, auquel s'est ajoutée ensuite la notion de droit à l'image. D'où les procès intentés soit à des autobiographes ou autofictifs, comme on veut, qui mettent en scène des personnes qu'elles connaissent. Vous savez qu'en ce moment, le dernier roman de Christine Angot est attaqué par un personnage qui s'est reconnu, enfin roman, le dernier je ne sais quoi de Christine Angot, est attaqué par un personnage qui s'est reconnu. Et de même, Régis Geoffrey, ayant repris dans ses vers un récit à partir de ce banquier retrouvé comment d'ailleurs, en combinaison de latex et attaché et tué par sa maîtresse, est attaqué par la famille de ce banquier, la famille Stern, au nom, dans les deux cas, je crois, du respect de la vie privée et du droit à l'image. Remarquez que, alors ces deux affaires sont en suspens, remarquez que pour une affaire qui a déjà été jugée, l'ex-époux de Camille Laurence
qui l'attaquait en référé. Alors, en référé, c'est une procédure qui permet de bloquer le livre très rapidement. Il a été débouté. Donc là encore, vous voyez, même en littérature, le droit à l'image, le respect de la vie privée est quelque chose à partir de quoi il est encore difficile d'aboutir à une condamnation, même si la fiction ne constitue en aucun cas une protection, c'est-à-dire que la loi prévoit que, même si les noms, les lieux sont modifiés, dès lors que la personne est reconnaissable, vous êtes, en principe, condamnable. Et enfin, il faut quand même noter que si des associations musulmanes ou chrétiennes poursuivent des ouvrages, en revanche, en France, l'Église officielle, la plupart du temps, ne prend guère l'initiative de poursuite. Je pense donc que pour penser le champ culturel, il faut tenir compte de cette évolution et faire attention à ne pas avoir une guerre de retard, à ne pas se croire au XIXe siècle. On a parfois l'impression, dans la manière dont les questions de censure paraissent dans la presse, que nous en sommes encore à l'époque du procureur Pinard, c'est-à-dire l'État prenant l'initiative d'attaquer et de faire condamner ou pas Flaubert et Baudelaire. Un peu sur le modèle, si vous voulez, du fait qu'au XIXe siècle, nous avons raté un certain nombre d'écrivains maudits, nous avons raté les impressionnistes, refusés, brocardés par la critique officielle, et à cause de cela, nous sommes un peu terrifiés à l'idée de rater un génie. Gracq le disait déjà dans la littérature à l'estomac en 1950, il ne faut absolument pas qu'on prenne le risque de rater quelque chose qui pourrait se produire aujourd'hui. Donc, toute critique à l'égard d'un artiste contemporain sera assimilée à du conservatisme, et inversement, effet pervers de cette situation, la situation que je viens de décrire, la marginalité devient signe de l'élection artistique. Donc l'interdiction, la censure, la critique vont faire l'objet plutôt d'une sorte de désir, ou être dans certains cas recherchés comme des signes de la qualité littéraire. D'où chez certains une recherche systématique de la provocation, j'irais jusqu'à dire une quête de l'interdit qui fait si désespérément défaut dans le champ de la littérature. D'où le paradoxe central de l'art contemporain et de la littérature. L'idéologie de la rébellion est devenue un fonds de commerce et un académisme. C'est le nouvel académisme. Il y a un certain vocabulaire de la rébellion qui règne dans tout le discours qui est tenu sur l'œuvre contemporaine. Elle est censée déranger, ça c'est le verbe le plus employé pratiquement. Elle est censée interroger quelque chose, interroger quelque part. Elle est censée être rebelle, elle est censée être en marge, elle est censée être en sécession. Ce qui est assez curieux, parce que cette idéologie est le plus souvent, je ne dis pas toujours, mais le plus souvent en contradiction avec la position sociale des artistes, lesquels sont soutenus par l'État d'innombrables manières, étant à la Villa Médicis, étant dans des résidences d'écrivains, étant soutenus par le CNL, ou bien étant, c'est de plus en plus le cas, eux-mêmes fonctionnaires, professeurs de collège, de lycée, d'université, mais néanmoins rebelles, mais néanmoins dérangeants, mais néanmoins en marge de la société. De sorte que on se trouve dans cette situation abondamment décrite par Philippe Muret dans ses œuvres, où l'artiste, conscient d'une certaine manière qu'il ne dérange plus personne ni qui que ce soit, conscient qu'il est parfaitement intégré dans un système de reconnaissance symbolique, est désespérément en demande d'interdit. Un peu comme un sale gosse est en demande de la claque qui ne vient jamais. Je voudrais d'ailleurs, à ce propos, évoquer le cas de Luis Correcchi, tel que l'évoque de manière assez talentueuse Philippe Muret, justement, dans un de ses textes, ou plutôt dans un interview qu'il a donné. Si j'arrive à... Voilà. Alors, texte de Philippe Muret. Les livres de Scorecchi ou de Nicolas Jones-Gorlin sont si remarquablement dépourvus de toute réalité artistique et de tout attrait comme de tout charme qu'ils ne peuvent en recevoir que de l'extérieur, c'est-à-dire de la sanction juridique qu'ils recherchent désespérément. Ce ne sont que des demandes pathétiques de censure. Ce qu'ils écrivent avec tant de peine se ramène à « j'ai une provocation, qui a une persécution ».
On nous raconte tout maintenant. L'ennui, c'est que ces efforts psychopathiques sont à leur insu isomorphes à l'état concret de l'époque, dont ils deviennent alors l'apologie et non le revers maudit, comme l'espèrent encore leurs auteurs par je ne sais quelle naïveté superlative. De même, un cas intéressant est dans la... Prenons deux cas intéressants dans le fait de se réclamer de la révolte. Le cas de Philippe Solers, par exemple, qui a publié il y a quelques années, c'est pas très vieux, un roman qui s'appelle L'Étoile des amants. Et au fond, il fait ça assez régulièrement. Donc, il nous raconte une sorte de bluette d'un monsieur un peu âgé, c'est assez classique, hein, qui va au bord de la mer avec une jeune femme beaucoup moins âgée. Bon, vous voyez, c'est un cas passionnant. Et alors, tout le roman, toute la particularité du texte de Solers consiste à dire que ce qu'il écrit est scandaleux et à intégrer à l'intérieur de son roman les huées d'un public imaginaire. C'est-à-dire que, c'est un cas assez unique dans l'histoire de la littérature, interviennent des lecteurs qui critiquent le livre en disant c'est honteux, c'est mauvais, etc. C'est-à-dire que Solers intègre à son livre précisément l'interdit, la critique, l'opposition qui lui fait si désespérément défaut, puisqu'au fond, nul n'est plus notable dans le monde des lettres que lui. Mais il a besoin de ça pour se croire, en effet, un interdit, un marginal. Il a soin de dire, d'ailleurs, qu'il écrit pour les fous, les rebelles, les prostituées, etc., qui, comme on sait, sont de grands lecteurs de Solers, bien entendu. Autre cas intéressant de rebelle, de marginal, le cas de Dominique de Villepin. Dominique de Villepin qui a écrit Éloge des voleurs de feu, quelques années là aussi, dont tout le discours consiste à présenter l'histoire de la poésie comme l'histoire de marginaux, de révoltés, de sécessionnistes, dit-il, qui prennent dans leur vie des risques mortels. Le livre de Dominique de Villepin lui-même se présente comme un allumeur d'incendie. Je rappelle qu'à l'époque, Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur. À l'époque où Dominique de Villepin a sorti ce livre, on se demande donc pourquoi il n'a pas immédiatement arrêté Dominique de Villepin pour rébellion, sécession, mise à sac de la société, qui est quand même le discours dans lequel s'exprime constamment l'auteur. Ce qui est caractéristique également de cette demande d'opposition, alors même qu'elle existe très peu, de moins en moins dans le champ littéraire, c'est que dès qu'un homme important, un écrivain important, un homme important dans ce champ littéraire est attaqué, fait l'objet de quelques critiques, alors même que par ailleurs il est reçu partout, il peut s'exprimer partout, c'est qu'il est victime d'un complot et d'un lynchage. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'était l'année dernière, Bernard-Henri Lévy publie un ouvrage et cite un philosophe qui s'appelle Botul, Jean-Baptiste Botul, auteur de La vie sexuelle d'Emmanuel Kant. Alors, il se trouve que je connais l'auteur de La vie sexuelle d'Emmanuel Kant, qui me l'avait envoyé, et quand on ouvre ce livre, et avant même de l'ouvrir, on sait que c'est une blague, que c'est ces petits livres amusants qu'on fait en inventant un auteur, mais Bernard-Henri Lévy ne l'a pas compris, il a cité très sérieusement Jean-Baptiste Botul dans son essai. Eh bien, quelqu'un l'a dit dans le Nouvel Observateur, et immédiatement, non seulement Bernard-Henri Lévy lui-même, mais toutes sortes d'éditorialistes ont crié au complot, à l'acharnement, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de besoin d'opposition, alors même qu'elle fait pratiquement défaut. Donc, existe-t-il encore des interdits en littérature ? Non, je crois, notamment du point de vue de l'interdit moral. On peut dire qu'on transgresse encore comme on va se coucher. Perversion, cruauté, bizarrerie, toutes sortes sont aussi communes en littérature qu'au cinéma. Juridiquement, nous n'en sommes plus au procès Ardelais et au procès Nicolas Genka. Je rappelle d'ailleurs que Nicolas Genka, dont le livre Les Pieds monstres avait été interdit en 1961, cet interdit a été levé, que je ne dise pas de bêtises, en 2000, c'est assez tardif, on l'avait un peu oublié, Genka en 2005. Donc Les Pieds monstres est à nouveau en principe disponible. Les poursuites pour des problèmes de mœurs, on l'a vu, restent rares. Et d'ailleurs, elles sont paradoxales d'une certaine manière. Je rappelle l'affaire Nicolas Jones-Gorlin. Donc Jones-Gorlin publie ce livre,
qui fait l'objet, disons, d'un débat, et finalement, on décide de le sortir sous blister, c'est-à-dire sous enveloppe plastique. Il soit disponible en librairie sous enveloppe plastique, au cas où... alors, tout le problème, là encore, c'est la loi des publications destinées à la jeunesse, au cas où un enfant de 8 ans, vous voyez, entrant à la une, prenne le livre de Nicolas Jones-Gorlin et le feuillette. Ce qui est extrêmement paradoxal, parce que, bon, si vous voulez, on a interdit bataille autrefois, au nom de cette loi des publications destinées à la jeunesse. Ce qui est extrêmement paradoxal, c'est qu'à côté ou pas loin de Jones-Gorlin, franchement, il n'y a pas de scène dans ce livre scandaleuse, enfin à mon sens, mais à côté, en pocket, vous avez les 11 000 verges, vous avez les œuvres de Sade, vous avez tout ce que vous voulez. Donc c'est assez étrange comme rapport à l'interdit. On a l'impression qu'au fond, dès lors qu'un écrivain est devenu institutionnel, tout est permis. Et dès lors qu'il est vivant, alors le problème commence, même si ce qu'il écrit est infiniment moins fort que ce qu'écrit Musset dans Gamiani, par exemple. Je crois qu'en grande partie, d'abord ce sont les journalistes qui sont en recherche de scandale, qui sont en recherche de judiciarisation de la littérature. On essaiera de voir pourquoi. Et j'en vois un exemple très patent dans le destin de l'ouvrage Plateforme de Michel Houellebecq. Comme vous le savez, Plateforme se passe en grande partie en Thaïlande et le narrateur de Michel Houellebecq fait l'éloge des amours tarifés en Thaïlande. Bon, très bien, c'est son problème, etc. Après la sortie de Plateforme, Le Monde écrit: à l'occasion de la sortie du livre de Michel Houellebecq, Le Monde a choisi de... Dans Le Monde, il y a toujours « a choisi de » quand il y a quelque chose de douteux après. Le Monde a choisi d'évoquer les problèmes de la prostitution enfantine en Extrême-Orient. Or, il n'y a absolument pas de prostitution enfantine dans Plateforme. C'était bien donc, consciemment ou inconsciemment, de la part du journalisme, le fait de chercher le scandale, le débat, la polémique, pour créer un problème là où il n'y en avait pas. Et de même, lire, à la même époque, alors il y a une diatribe dans Plateforme sur l'islam. Bon. Pierre Assouline dans Lire interview Houellebecq, peut-être pas absolument à jeun à ce moment-là, mais ça lui arrive, et lui fait dire des choses pendables sur les musulmans, bien pire que ce qui était dans le livre, et ce sont ces propos qui vont conduire au procès Houellebecq. Donc je crois qu'il y a là une démarche très concertée dans le journalisme pour créer, en effet, un certain nombre de problèmes. Je crois que si les affaires de mœurs ne font plus l'essentiel des interdits, des points de résistance demeurent. Reste à savoir s'il s'agit vraiment de zones d'interdit persistantes. Aujourd'hui, c'est l'atteinte à la vie privée, on l'a vu. Tout ce qui est de l'ordre du racisme, antisémitisme, négationnisme, islamophobie, et plus généralement critique de communautés minoritaires, et puis cette cristallisation sur les enfants, la pédophilie. Je crois que ces points de résistance de la censure visible, je parle toujours de la censure visible, disent quelque chose de notre société. Pour la vie privée, disons-le, la littérature n'est concernée que relativement accessoirement. Massivement, ce sont les ouvrages de souvenirs qui font l'objet de procédures, mais le développement considérable du genre autobiographique ou autofictionnel à notre époque, évidemment, aboutit à ce que cette question de la vie privée et des problèmes qu'elle peut entraîner concerne directement la littérature. Même si, là encore, les plaintes n'aboutissent guère. Reste que de plus en plus de personnes réelles sont concernées, ce lien est médiatiquement traqué à chaque fois, c'est-à-dire qu'on va le chercher, même alors qu'il est discutable, d'où une tendance, en effet, au recours judiciaire pour se protéger. Je crois qu'il y a là, en effet, moins un interdit qu'un résultat pervers de la médiatisation de l'intime, du commerce de l'exhibition. Dans certains cas, il me semble que la littérature s'aligne sur les médias qui fait commerce de l'exhibition. L'exhibition tient lieu de sens et donne une illusion de réalité. Donc, il y a là, à mon avis, plus demande qu'interdit.
Et des textes qui ne fonctionnent pas forcément sur l'exhibition se retrouvent pris dans le mouvement. Alors je prends mon exemple d'ailleurs avec un texte qui s'appelle Pays perdu, que j'ai publié en 2003, qui concerne le village dont je suis originaire et que je décrivais, je décrivais ce que j'en savais, moi qui suis à la fois de ce village et parisien, en déguisant les lieux et en déguisant les noms. Les gens du village se sont reconnus, se sont estimés diffamés, ce qui n'était pas le cas, donc il y avait atteinte à la vie privée, droit à l'image, diffamation, etc. Et on cherchait à intenter un procès. C'est-à-dire on consultait le bâtonnier d'Aurillac pour voir si on pouvait faire interdire le livre ou faire couper un certain nombre de choses dans le livre. Ce qui, à mon avis, était jouable, hein, dans la mesure où la loi prévoit que même le fait de déguiser les noms, je vous l'ai dit, dès lors que les gens sont reconnaissables, peut donner lieu à procès. Cela dit, ils étaient reconnaissables à peu près dans l'espace du canton. En dehors de ça, c'était assez difficile. Simplement, ici, comme le livre a mis 1 an à arriver dans ces campagnes, c'était trop tard. Je crois, si je me souviens, on ne peut pas poursuivre sur cette base au-delà de 6 mois. Donc c'était trop tard, de sorte que la question s'est réglée, non pas juridiquement, mais physiquement. Et là, il y a eu procès, mais pour d'autres raisons, qui se tiennent plus aux coups et blessures qu'à la question de la censure. C'est une forme de tentative de censure, si vous voulez, mais qui, en l'occurrence, n'a pas abouti. Alors, les interdits ou la censure touchant à l'antisémitisme, à l'islamophobie, etc. Là encore, c'est assez curieux. Je voudrais évoquer au moins 2 cas. On a déjà parlé de Houellebecq. Éric Beignet-Burkel a publié un roman qui s'appelle Pogrom, dans les années 2000, si je me souviens bien, où un personnage tient des propos très violemment antisémites. Ce texte a été attaqué, et c'est un peu là que je veux en venir sur la nouvelle censure, si vous voulez. Ce texte a été attaqué non pas par des associations, non pas par le parquet, mais par 2 écrivains. Olivier Rollin, donc, qui était éditeur au Seuil, et Bernard Commun. Il a été attaqué en 2005. Les 2 individus en question ont publié une tribune où ils demandaient la condamnation et l'interdiction du livre, lequel n'a pas été interdit. On en arrive donc à une situation, je vais développer cette idée, où ce sont cette fois des intellectuels et des écrivains qui se font les auxiliaires et les fourriers de la censure, et qui la demandent. Même chose en ce qui concerne Renaud Camus. Alors, vous vous souvenez peut-être que Renaud Camus a une œuvre multiforme, mais en grande partie une œuvre autobiographique. Il tient son journal, il publie en quelque sorte les pensées qui le travaillent, qu'il appelle lui-même d'ailleurs en grande partie ses mauvaises pensées. C'est-à-dire que c'est un homme qui est en débat avec lui-même. Et il a dit à un moment donné que l'émission, comment s'appelait-elle cette émission d'ailleurs ? Panorama, merci. Que dans l'émission Panorama, il y avait trop de juifs. Alors, évidemment, trop de juifs, ça fait immédiatement bondir. Il y avait trop de juifs à son sens, et qu'il était difficile d'accorder foi à une émission qui parlait de toutes sortes de problèmes, notamment des problèmes du Moyen-Orient, avec, à partir, si vous voulez, d'un panel de journalistes où tout le monde était juif. Bon. Évidemment, la réaction immédiate, c'est des propos qui sont discutables au moins. Et la réaction immédiate a dit, voilà, on se met à compter les juifs, nous revoilà au temps du nazisme. Bon, il faut quand même savoir que, aussi discutable que soient les propos de Renaud Camus, c'est quelqu'un qui a écrit des textes, par ailleurs passionnants, sur des artistes juifs, qui a écrit ici ou là que la Shoah était le plus grand crime du XXe siècle, ce qui tient de l'évidence, qu'il aurait dit la même chose si ces journalistes étaient tous auvergnats ou tous norvégiens, etc., et que ce qui l'ennuyait, c'était le communautarisme et non pas la judéité. Alors, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas, la question était au moins complexe. Voilà, c'est ce que je voulais dire. La question était au moins complexe. Il a fait l'objet d'une véritable campagne médiatique et d'une pétition
Pétition qui a été signée par alors, presque tout ce que compte le monde intellectuel de figure. Il y avait Jacques Derrida, Philippe Solers, tout ce que vous voulez. Il n'a guère été défendu que par son éditeur et par Alain Finkielkraut, juif. Le résultat de cette pétition et de ce débat a été que finalement Claude Durand a cédé et a fait supprimer les passages incriminés de l'édition de Renaud Camus. Nous sommes là devant un cas bien concret de censure qui aboutit, qui ne passe pas par voie judiciaire, qui passe uniquement par pression médiatique et qui fait en effet supprimer des passages d'un ouvrage. Il me semble qu'il faut voir dans cette prégnance des procès pour des procès intellectuels en l'occurrence, pour antisémitisme, islamophobie, etc. D'abord l'effet de l'épidémie de politiquement correct, au sens exact de l'expression, c'est-à-dire considéré comme répréhensible de donner une mauvaise image de communauté minoritaire, marginale ou longtemps opprimée, et fait également d'un phénomène nouveau qu'on appellera le respect universel. Tout est respectable, toute différence est bonne en soi, toute espèce de choix, de singularité, d'individualité, etc. Le plus souvent, là encore, on a affaire, dans la censure, à un phénomène purement journalistique, campagne de presse, pétition, demande d'interdiction, donc à une sorte de police de la pensée qui est assurée par un certain nombre de personnes. Avec quand même des situations très paradoxales, parce que l'un des signataires de l'appel contre Renaud Camus, Philippe Solers, excusez-moi si je reviens à ce cas, venait de publier dans la collection qu'il dirige, L'Infini, Au régal des vermines de Marc-Édouard Nab, où vous avez des pages entières de diatribes sur les Juifs. Alors, je ne me prononcerai pas sur le fait de savoir si Nab est antisémite ou pas, c'est une question en soi, mais comment peut-on à la fois publier Marc-Édouard Nab et signer une pétition contre Renaud Camus? Ça me paraît assez curieux. Ça me paraît assez curieux, et je crois qu'ici, les attaques sont beaucoup moins fondées sur le fond de l'affaire que sur la position des uns et des autres dans le champ littéraire, la position stratégique des uns et des autres dans le champ littéraire. Venons-en à la pédophilie, si vous me le permettez, qui est à la fois le nouveau tabou littéraire. En fait, ça ne l'était pas tant que ça il n'y a pas très longtemps, et peut-être le crime le plus ordinaire, au fond. Et il y a une confusion permanente, on l'a vu, entre les amours adolescentes et le crime sexuel. C'est quelque chose de littérairement répandu, de littérairement banal, qui est poursuivi aujourd'hui. À une certaine époque, il me semble que ce thème-là était à la fois plus provocateur et moins, comment dirais-je, faisait l'objet de moins d'interdits. Tony Duvert publiait des choses très très violentes il y a 40 ans, hein, beaucoup plus violentes que Nicolas Jones-Gorlin. Et en même temps, il y a une sorte de résistance curieuse de la part des tenants des amours adolescentes, qui moi me gêne parfois. Ce que dit Gabriel Matzneff, par exemple, qui se prend toujours pour un marginal, un rejeté, alors qu'il a quand même pignon sur rue littérairement, et qui dit « ceux qui m'attaquent aujourd'hui sur ces amours adolescents donc, sont les mêmes que ceux qui dénonçaient les Juifs pendant l'occupation ». Bon, il y a toujours cette espèce de recours à l'extrême pour justifier sa position. Le cas aussi de l'ultime livre publié par Rob Grillet. Je me souviens d'une émission du Masque et la Plume sur ce livre qui est une espèce d'anthologie, de fantasme sadique, pédophile, Rob Grillet, quoi. Et le livre était attaqué par les critiques en disant qu'il était au fond assez pauvre littérairement, pas très intéressant, et il était défendu par un critique sur le fait que c'était la loi morale qui attaquait alors, par ces bouches-là, Rob Grillet. Si vous voulez, on se trouve aujourd'hui dans la situation perverse que, au fond, on peut à peu près tout dire. Lorsqu'on attaque un livre
qui exprime un certain nombre de fantasmes uniquement sur un aspect littéraire, la défense est toute prête. La défense est toute prête, demande de censure, respectabilité bourgeoise, etc. Il y a une espèce d'utilisation de cette idée de censure pour ne pas avoir à rendre compte de la qualité de ce qu'on fait artistiquement. Donc je crois que nous nous trouvons dans cette situation un peu particulière où la littérature, certains livres font l'objet des attaques de groupes de la société civile, de groupes religieux, etc., avec une relative neutralité du pouvoir, avec assez peu de condamnations en justice, le plus important au fond restant l'événement médiatique et l'agitation journalistique. C'est elle qui aura réellement des conséquences sur le livre et l'écrivain, beaucoup plus que le milieu judiciaire. La logique dans ces rites périodiques de pétitions, de campagnes, etc., toujours sur les mêmes sujets. Ce sont toujours les mêmes sujets qui reviennent. La littérature peut-elle tout dire? Peut-on interdire, etc. Globalement, l'écrivain sera jugé médiatiquement parlant sur son droit absolu à la différence. S'il est sadique et pédophile, c'est l'expression de sa différence sexuelle. S'il exprime des réserves sur les juifs, en revanche, c'est condamnable, parce que là, il refuse la différence. Il exprime la pensée secrète de Monsieur Tout-le-Monde, de ce qu'on a appelé la France moisie. D'où une situation assez étrange de l'écrivain, c'est-à-dire que rien ne lui est fondamentalement interdit, il est plutôt recommandé de transgresser, il peut tout dire, c'est sa liberté. Il est essentiellement jugé à l'aune de son rapport au réel, c'est-à-dire de ce que les médias appellent la réalité. Vous remarquerez que toutes les critiques qui sont faites aujourd'hui des œuvres littéraires vont chercher ça. Quel est l'élément que l'on pourrait... qui est dans la réalité? Quel est l'élément politique? Quel est l'élément intime qui est dans l'œuvre littéraire? La conséquence de tout ça, c'est que l'écrivain peut tout dire et qu'en fait, il ne peut rien dire. En d'autres termes, que rien ne se passe, que ce rapport à l'interdit contemporain compromet le contenu réel. Je veux dire par là que ce scandale où c'est interdit, artificiellement mis en place et rituellement transgressé, permet à la littérature de se donner une illusion de rapport à la réalité. Et de rapport qui ne passe pas nécessairement par le travail de la langue, par le travail artistique, mais par un certain nombre de dispositifs qui vont créer du langage, qui vont créer un événement. Et le journaliste littéraire, quelle que soit la qualité de l'œuvre proposée, va en parler dès lors où il considère que c'est un événement. Donc il est de son devoir de journaliste d'en parler, et que l'événement, dira-t-il, interroge notre société. Donc la boucle est bouclée, vous créez un événement, cet événement représente la réalité, et donc il est de notre devoir, à nous journalistes, d'en parler. De sorte que se crée... Alors, on dit qu'il se crée des bulles économiques, il se crée des bulles littéraires, une espèce de bulles de fausse réalité, qui sont des bulles de langage journalistique. L'interdit devient pour la littérature une sorte d'assistance respiratoire. Elle donne à l'écrivain l'impression qu'il existe encore, que la littérature attaque la réalité. Par ailleurs, elle donne à l'intellectuel qui dénonce, évidemment, une légitimité. Un grand nombre d'intellectuels sont désespérément, aujourd'hui, à la recherche de leur affaire Dreyfus. Ils voudraient bien être Zola. Donc il attraque partout leur affaire Dreyfus. On attaque un juif, on attaque un juif, on attaque un juif, je vais pouvoir être Zola, je vais pouvoir publier J'accuse. Je crois que le travail du romancier consiste, en tout cas en ce qui me concerne, à montrer non pas cette évidence du réel, mais plutôt la difficulté à le faire advenir, ce réel. Non à justifier la singularité, ce qu'on voudrait qu'il fasse. C'est-à-dire, c'est bon parce que c'est moi, c'est moi qui suis moi et je le publie, donc vous ne pouvez pas l'attaquer puisque c'est moi. C'est sa représentation du réel que je suis, mais plutôt à montrer l'universel dans le singulier. Reste dans tout cela, je crois, un interdit, le véritable et le plus solide interdit. Jusqu'à présent, nous nous représentons, écrivains et journalistes, luttant pour leur liberté contre les interdits de la morale et du pouvoir. Nous en sommes encore là. La liberté de la presse contre le pouvoir. Bien. Je crois qu'en réalité,
les interdits et la censure, telle qu'elle s'applique aujourd'hui au champ littéraire, et plus largement que ça encore, touche les artistes et les créateurs, et par-dessus tout le vrai pouvoir contemporain, qui est le pouvoir médiatique. Et c'est de cela que nous allons parler maintenant. Les artistes et les écrivains, je crois aujourd'hui, j'ai parlé tout à l'heure du respect, de la morale du respect, je crois aujourd'hui qu'on les considère comme respectables en soi, respectables a priori. Et qu'il ne s'agit... Il y a même un critique littéraire renommé, Bertrand Leclerc, qui a publié récemment un texte qui s'appelle « Verticalité de la littérature », pour dire que toute critique négative était ipso facto condamnable, qu'elle n'avait pas lieu d'être. L'idée, c'est qu'au fond, on ne peut plus opérer de discernement dans la production artistique et littéraire contemporaine. Dès lors que certains se sont risqués à dire « bon, ça c'est bien, mais ça l'est moins », et vous allez penser que je caricature, mais je ne caricature pas, on les a immédiatement traités, alors réactionnaire, c'est le terme le plus courant, populiste est assez pratique parce que ça veut dire un certain nombre de choses sans les dire directement, mais de nazis, très directement de nazis. Je vais vous prendre un certain nombre d'exemples. Le mien, j'en parlerai tout à l'heure, donne un tout petit extrait tout de suite, c'est que j'ai publié une sorte d'attaque contre certains poètes contemporains. Dieu sait que j'aime beaucoup la poésie contemporaine, mais pas tout, en disant qu'ils exprimaient une forme d'académisme, dans leur forme notamment. Et j'ai reçu une lettre très circonstanciée de l'un de ces poètes, m'expliquant que, déjà à Berlin, dans les années 30, les nazis brûlaient des livres. Donc, voilà, très sérieusement. Je vais reprendre une ou deux affaires qui me semblent assez emblématiques. Benoît Dutertre, qui est un romancier contemporain, a publié en 1995 « Requiem pour une avant-garde », où il s'en prenait à ce qu'il estimait, alors à tort ou à raison, là je ne juge pas sur le fond, à ce qu'il estimait être, comme Baudrillard d'ailleurs, les impasses d'une certaine avant-garde. Bien. Réaction du journal qui pense bien, Le Monde, sur le livre de Dutertre. Enfin, Dutertre, c'est tout sauf un fasciste, c'est peut-être un gaulliste à la rigueur. Faurisson a lui-même commencé par critiquer Lautréamont. Et immédiatement, si vous critiquez un aspect de l'art contemporain, vous voyez où ça mène. La pente est fatale. Il n'y a pas d'autre issue. Je voudrais parler aussi de Jean-Philippe Domecq, qui est à la fois un critique littéraire et un critique d'art, qui a publié il y a quelques années deux livres, Artistes sans art, d'une part, et Qui a peur de la littérature, j'ai apporté ici. Et Domecq disait, dans Qui a peur de la littérature, il disait qu'on peut tout critiquer aujourd'hui, sauf le champ artistique et littéraire contemporain, et que si vous le faites, vous serez attaqué sur vos intentions supposées, c'est-à-dire que vous complotez, etc., vous avez des intentions secrètes. 2, vous êtes d'extrême droite. 3, vous le faites parce que vous êtes un raté, un aigri, etc. Ce qui est extraordinaire, c'est que les réactions au livre de Domecq ont été exactement, dans les 3 points, celles qu'il annonçait et décrivait. Et de même pour Artistes sans art. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu Artistes sans art, mais c'est un livre extrêmement, comme tout ce qu'écrit Domecq d'ailleurs, extrêmement modéré, infiniment plus que ce que je peux écrire moi-même. C'est très circonstancié. Alors, effectivement, il disait que Buren, ce n'était pas un artiste intéressant. Voilà. De même que Jean Clair dit que certains aspects de l'art contemporain, Jean Clair qui était quand même directeur du musée Picasso, certains aspects de l'art contemporain, notamment la merde de l'artiste en bocal, c'était pas forcément intéressant. Bien. Il y avait des arguments que l'on pouvait contrer, auxquels on pouvait s'opposer, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça. C'est-à-dire que
Domecq n'a pas été discuté. Entre parenthèses d'ailleurs, il y a eu une exposition Buren au Centre Pompidou, il y a quelques années, qui n'était pas inintéressante en soi, mais tout au fond de l'exposition, Buren avait accroché des panneaux pour expliquer à quel point il était un artiste maudit, qu'on avait attaqué, qui faisait l'objet de toutes sortes contre lequel enfin, tout le monde s'élevait, ce qui était amusant pour quelqu'un qui expose au Centre Pompidou, c'est-à-dire le temple de la reconnaissance étatique. Il avait besoin lui aussi d'attaques. Domecq, enfin, je le connais un peu politiquement, disons que c'est un socialiste tendance Jospin, vous voyez. Domecq a été, enfin, Art Press a titré sur Domecq sur le retour du nazisme, l'attaque de l'extrême droite contre l'art contemporain. Lorsque j'ai publié La littérature sans estomac, 10 ans après Domecq, j'ai attaqué un certain nombre d'écrivains, j'en ai défendu d'autres, qui étaient plutôt des écrivains d'avant-garde. Je veux dire que défendant quelqu'un comme Valère Novarina, qui vient de TXT, j'avais l'impression de défendre un écrivain d'avant-garde. Attaquant, je ne sais pas moi, Beck-Bédère, j'avais pas spécialement l'impression d'attaquer un écrivain d'avant-garde. Bref. Là encore, les réactions ont été exactement celles que Domecq prévoyait, c'est-à-dire que j'écrivais ça parce que j'étais un écrivain raté, pour me faire une place parmi les écrivains, parce que j'étais populiste et que je faisais de la lepénisation des esprits, etc. etc. Donc, si vous voulez, on a affaire aujourd'hui à un champ artistique et littéraire où une certaine avant-garde ne pense plus et ne se pense plus. Et la seule manière qu'elle a de se défendre, c'est immédiatement de porter le débat sur ce terrain-là, parce qu'elle ne sait plus dire quoi d'autre sur ses propres productions. Je ne désigne pas par là tout l'avant-garde, là encore, mais une certaine avant-garde. Ce qui était très caractéristique aussi de cette espèce de réaction pavlovienne, c'est l'exposition controversée de Jeff Koons qui a lieu à Versailles, je crois que c'était il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Donc Jeff Koons expose ces trucs-là à Versailles. Alors il faut quand même voir que Jeff Koons, c'est quelqu'un qui, d'abord il a été trader, c'est aussi bien un commerçant qu'un artiste, c'est quelqu'un qui est dans les plus grandes collections, dans les collections Pinault, ses productions ont figuré sur le Grand Canal de Venise, et le voilà qui expose à Versailles. Tout va bien, et puis il y a une sorte de levée de bouclier, il y a toujours des gens qui disent comment exposer ces horreurs à Versailles, c'est terrible, etc. La commissaire de l'exposition intervient à l'antenne et on sentait qu'elle était heureuse d'avoir ces réactions parce que voilà, elle pouvait faire passer Jeff Koons pour Cézanne attaqué et vilipendé. À ceci près que le champ artistique a complètement changé. Cézanne était complètement hors de la reconnaissance officielle, alors que Jeff Koons est en plein dedans. Et que je crois qu'il y a à la fois tromperie et illusion sur ce déplacement du champ. C'est que du point de vue de son rapport aux institutions, Jeff Koons, c'est pas du tout Cézanne, c'est un pompier en réalité. C'est quelqu'un qui est absolument reconnu, adoubé, c'est quelqu'un qui figurera dans les salles d'art pompier des siècles futurs, et pas du tout dans les Cézannes. En tout cas, il est dans ce rapport-là, à la fois au mécène et à la fois à l'art officiel. Ce qui est au fond assez étonnant, c'est qu'on en arrive à un point où un certain nombre de personnes, artistiquement, sont un peu comme certains calvinistes. Ce ne sont pas leurs œuvres qui comptent, ils sont justifiés en eux-mêmes et en soi. Et par conséquent, toute attaque contre eux est injustifiable. Je vais vous donner 3 exemples qui me semblent assez parlants. Il y a quelque temps, un livre de Julia Kristeva a fait l'objet d'une critique élogieuse mais nuancée dans le magazine Lire. Il se trouve que je connaissais
la journaliste qui avait fait cet article, elle m'a dit lors d'une rencontre que la direction de Lire avait reçu de la part de Julia Kristeva une lettre demandant le renvoi de la journaliste qui avait osé émettre une réserve sur son livre. À peu près à la même époque, la responsable du rayon livre du Bon Marché rencontre Philippe Solers dans un cocktail chez Gallimard et lui dit « J'ai moins aimé votre dernier livre. » Etc. Et encore, elle me l'a expliqué elle-même. Ce sont des choses qu'on ne sait pas, en fait. « J'ai moins aimé votre dernier livre. » Solers rapporte la chose à la directrice littéraire de Gallimard, qui n'est plus là, en l'occurrence, laquelle écrit immédiatement au Bon Marché, demandant le renvoi de l'insolente ou l'obtention d'une lettre d'excuse. Et donc l'écrivain a eu sa lettre d'excuse de la part de qui n'avait pas suffisamment aimé son dernier livre. Et enfin, dernier exemple, là c'est moi qui suis en cause directement, lors d'une tribune au Festival Étonnant Voyageurs de Saint-Malo, j'ai évoqué, disons, les conflits d'intérêts qui avaient lieu au journal Le Monde. Bien. 2 journalistes du Monde sont intervenus sans se présenter pour me dire à quel point j'étais un raté, un aigri qui se rattrapait de ses échecs. Voilà. Et le modérateur de la tribune était Jean-Marie Laclaftine, qui est directeur littéraire chez Gallimard. Dans la semaine, Antoine Gallimard a reçu une lettre de la directrice du Monde des Livres demandant le renvoi de Jean-Marie Laclaftine. Voilà donc ce que j'appellerais au moins une tentative de censure cachée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus émettre une opinion divergente sur un certain nombre d'artistes et d'écrivains à partir de la place qu'ils occupent dans le champ littéraire. Alors, censure d'autant plus efficace qu'elle est... l'idée qui résume tout ça, si vous voulez, je crois qu'elle a été parfaitement résumée par Edoui Plenel il y a quelques années, à la suite d'attaques que vous savez de descriptions que vous savez sur le journal Le Monde. Il a écrit « Les gens qui attaquent le monde sont des ennemis de la liberté. » Les gens qui attaquent le monde sont des ennemis de la liberté. Ce qui me paraît typique, je dirais, de la pensée soviétique. C'est-à-dire que les journaux sont absolument convaincus d'incarner la liberté et d'incarner la pensée vraie, la pensée juste. Dès lors, qui les remet en cause, au lieu de considérer qu'il prend un risque, parce que c'est pas facile d'attaquer des journaux. Si vous attaquez des journaux, ça veut dire que vous allez être interdit, vous allez vous faire tomber dessus, etc. Il ne fait pas que de liberté. Il fait acte d'attaque contre ce qui est a priori la liberté. C'est très fort. Et je vous donne alors là, témoignage personnel. J'ai donc publié un petit pamphlet littéraire en 2002 qui s'appelle « La littérature sans estomac », où je mettais en cause... Alors, mettre en cause un certain nombre d'écrivains, ça n'a pas été le problème. Ça n'a pas été le problème parce que, à l'exception d'un ou deux, il m'est arrivé d'avoir, par la suite, de très bons rapports avec certains de ces écrivains. Ce qui a été le problème, c'est le monde. Oui, ça aussi, c'est très caractéristique, c'est que ce qui fait problème, c'est attaquer la puissance médiatique. Et là, par contre, tout à coup, les gens se sont mis à avoir peur. Je me souviens d'une conversation dans un train avec quelqu'un que je nommerai pas, que j'aime bien et qui voulait m'inviter, disons qu'il y avait des rapports avec moi, que ça existait sur le papier. Et tout à coup, il m'a dit « Ah zut, je ne vais plus avoir d'article dans le monde. » C'était réaction de peur. J'avais un livre qui devait sortir en édition Pocket, je reçois un mail des éditions Pocket en disant « Ah non, mais on va peut-être pas sortir votre livre tout de suite. » Bon, très bien. Ensuite, je devais donner à la revue Les Temps modernes, la revue de Sartre, Chemin de la liberté, tout ça. Je devais donner à la revue Les Temps modernes un article sur l'université. C'était tout à fait ça, aucun rapport avec la question. Et j'apprends par un membre du comité des Temps modernes que Claude Lanzmann a téléphoné au Monde et a immédiatement fait retirer sur épreuve l'article que je devais donner au Temps moderne. Alors je pourrais vous allonger la liste comme ça. Ce qui est amusant, c'est que ça a duré plusieurs années. Ça a duré plusieurs années. Encore récemment, un journaliste du Monde est venu chez moi pour...
crois qu'il y a des pages portraits dans Le Monde. Alors pour tirer mon portrait, il est resté 2 heures chez moi, il m'a interrogé, et puis il devait aller, comme ça se fait rituellement, aller voir un certain nombre de gens que je connaissais pour les interroger. 3 jours après, il me téléphone et me dit, écoutez, ça ne va pas être possible. Ça ne va pas être possible parce qu'il y a une intervention du Monde des livres qui a dit que voilà, on ne ferait pas cet article. D'accord. Et enfin, dernier exemple, le plus récent en date, une attachée de presse de Ballan. Alors, les éditions Ballan, c'est la même maison que l'Esprit des Péninsules, où j'ai publié la plupart de mes textes jusqu'à présent, va voir Claire de Varieux, qui est responsable des pages littéraires de Libération, pour lui proposer un texte qui n'était pas de moi d'ailleurs, qui était un roman publié aux éditions Ballan. Et Claire de Varieux lui répond, donc je tiens cela là encore du témoignage direct de l'attaché de presse. Eh bien écoutez, Ballan et nous ne partageons pas les mêmes valeurs. Votre maison publie quelqu'un comme Pierre Jourde, et je pense que non, mais on ne va pas parler de ces livres. Et de fait, de toute façon, depuis 20 ans que je publie, une quarantaine de livres que j'ai publiés, j'ai jamais eu une ligne dans le supplément littéraire de Libération. Une des raisons, on a été donné à la sortie de la littérature sans estomac par un journaliste de Libération, s'exprimant en réunion publique, Jean-Didier Wagner, je donne des noms, hein, c'est pas ça, et disant non, mais on ne va quand même pas parler de quelqu'un qui attaque le monde. Alors là aussi, c'était très caractéristique parce que, voilà, le système, c'est que la presse ne s'attaque pas elle-même. C'est la dernière chose qu'elle fera, ou en tout cas très rarement. À la fois par peur, par sentiment de solidarité, mais aussi, je crois, par sentiment d'une espèce d'inconvenance, d'incongruité du fait que l'on s'attaque à ce qui incarne la liberté. On l'a vu tout à l'heure, hein. Le monde, la libération, etc., c'est la liberté, donc on ne va quand même pas s'attaquer à la liberté. De sorte que je crois qu'on n'en est plus à l'époque où Léo Ferré pouvait chanter « Poète vos papiers », pas du tout. Pas du tout. Nous en sommes à l'époque où il pourrait chanter « Critique vos papiers ». Et que cette censure-là, qui à mon sens est la censure réelle, elle est d'autant plus efficace qu'elle est parfaitement invisible. Si vous faites un procès, c'est visible, ça fait du bruit. Si vous ne parlez pas d'eux, personne ne le saura. Et c'est même plus subtil que ça, c'est-à-dire que si quand même vous parvenez à publier et à exister, ce qui est mon cas, on vous dit deux choses possibles. Vous voyez bien que vous n'êtes pas censuré, puisque vous publiez. Évidemment, tout ce qui a été interdit n'est pas visible. Ou bien, vous êtes comme les autres, vous êtes intégré au système, puisque vous publiez. Donc comment pouvez-vous être critique? Donc en quelque sorte, tous les moyens sont employés pour, peut-être pas interdire, quoique, mais en tout cas pour enrober ce discours critique sur le champ littéraire et artistique contemporain. Je crois que le mot de l'histoire a été donné par Nicolas Bourriaud, qui dirigeait une revue qui s'appelait Perpendiculaire, dont Houellebecq a été renvoyé pour Pensée divergente. Il est intervenu sur Jean Clair, Domecq, etc., dans Les Inrecuptibles, en 1997, disant « Peu importe les opinions qu'ils affichent, et non pas seulement leurs opinions, mais leurs arguments, je crois que c'est ça, ne discutons même pas du fond. Peu importe les opinions qu'ils affichent, Clair, Domecq ou Fumaroli sont les meilleurs amis du FN. Tout est dit. » Je crois que les médias orientent toute la question de la liberté d'expression autour de leur rapport au pouvoir politique, ont tendance à occulter leur relation au pouvoir économique, de sorte qu'on en arrive à des espèces de discours que je qualifierais à la fois d'oxymoriques et de monstrueux. Lorsque le banquier Pigasse devient propriétaire du magazine Les Inrecuptibles, il dit qu'il va créer un news rebelle. C'est-à-dire que vous voyez, c'est la banque qui donne des certificats de rebellitude à ce qu'elle achète. Pierre Berger, avec Pigasse, vient de s'offrir Le Monde. Je voudrais faire quelques rappels à ce propos. C'est que Pierre Berger est en même temps le mécène du prix Décembre, que dans le prix Décembre figure quelqu'un qui s'appelle Philippe Solers, qui dirige la collection L'Infini, et qu'il y a 3 ans, le prix Décembre a été attribué à Yannick Enel, dont l'éditeur était Philippe Solers.
Donc il y a une espèce d'endogamie dans ce milieu qui peut passer aussi par l'interdit et par la censure. Lorsque j'ai critiqué la directrice du Monde, elle a répondu à mon éditeur, Éric Nolot, que c'est normal parce qu'elle était lesbienne et qu'il y avait des homosexuels qui détestaient les lesbiennes, donc que je devais être homosexuel et sidéen. Là-dessus, un journaliste de Tétu, journal homosexuel, va l'interroger et lui demande de s'expliquer sur cette question. Et le papier, à la demande de la directrice du Monde, a été retiré par Pierre Berger de Tétu. Donc là encore, bonne illustration de l'interdit médiatique par les représentants de la liberté. Une autre forme invisible de censure est évidemment l'autocensure. Et on voit de plus en plus, et ça je le sens depuis quelques années, le conseil juridique prendre de l'importance chez les éditeurs. C'est-à-dire que vous avez de moins en moins de textes qui arrivent à passer sans qu'un avocat ait mis le nez dedans. Alors, il y a des autocensures permanentes, en dehors de la littérature aussi. Il y a des journaux qui sont interdits de publier, par exemple, les caricatures de Mahomet, des opéras qui se sont, où figurait Mahomet, qui se sont auto-censurés. Des dessins érotiques en 2006 ont été écartés d'une expo Belle-Mère dans une galerie londonienne. D'elle-même, on ne lui a rien demandé, pour ne pas heurter les musulmans qui habitaient le quartier. En littérature, c'est un peu pareil, et je viens de m'auto-censurer, littérairement. Je l'avoue, j'en fais l'aveu public. C'est-à-dire que je viens de publier un livre qui s'appelle... que je m'en souvienne. c'est la culture qu'on assassine, dans laquelle je disais en gros ce que je viens de vous dire sur Pierre Berger. Voilà, c'était à peu près le contenu. Mais j'employais le mot mafieux. Et le conseil juridique de mon éditeur a dit, écoutez, non, vous pouvez dire les choses, mais mafieux, vous ne pouvez pas. Et donc j'ai dit, ok, d'accord, caviardon, on ne va pas dire Berger mafieux. Donc voilà, ça fonctionne comme ça. Et alors ce qui est très curieux, ce qui me paraît assez emblématique de cette situation, c'est le cas Emmanuel Pierrat. Je voudrais m'y attarder un instant. Je le connais un peu, c'est un type très sympathique, vous l'avez vu intervenir ici. Mais comme auteur, comme avocat, il se trouve au cœur de ces problèmes et de ces ambiguïtés de la censure contemporaine. D'un côté, il est quelqu'un, en effet, qui défend des écrivains, qui défend des journalistes. Il a défendu Houellebecq. Dans le livre noir de la censure, il se donne comme un contempteur de la censure. Il dénonce, je vous l'ai dit, une société bardée d'interdits. Il déclare, je cite, que l'autocensure, c'est la forme suprême de la censure. Et en même temps, il les conseille de certains éditeurs. Il les conseille de certains éditeurs pour leur éviter des problèmes judiciaires. Et pour leur éviter des problèmes judiciaires, il leur fait supprimer en amont un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il est censeur. Il est censeur en amont. Il est un des maîtres, aujourd'hui, de l'autocensure éditoriale. Alors, il se trouve que j'ai eu maille à partir avec lui dans 2 points. D'une part, à la suite de cette divergence avec le Monde, j'avais écrit, dans un sens ironique, c'est-à-dire par antiphrase, que Jean-Luc Douin, qui à l'époque était journaliste au Monde, était un modèle de rigueur. Et je donnais des exemples, évidemment, qui montraient qu'il ne l'était pas. C'est-à-dire fausses citations, etc. Et que Josiane Savigno faisait un usage maximal de ses capacités intellectuelles. Maître Pierrat, avocat du Monde, m'envoie une mise en demeure me demandant de supprimer de l'article incriminé ces 2 expressions qui constituent des diffamations au terme de la loi, etc. etc. Je lui réponds et je publie ma réponse dans un petit livre où je parlais de la réception de la littérature sans estomac, qui s'appelle Petit déjeuner chez Tyrannie, que j'ai publié avec Éric Nolot. Je publie cette réponse et je dis... Écoutez, Maître Pierrat, je suis absolument d'accord, vous avez tout à fait raison, mais si vous voulez, au lieu de les retirer, je vous propose de reformuler ces diffamations, et j'écrirai donc « Jean-Luc Douin n'est pas un modèle de rigueur, et Josiane Savigno fait un usage minimal de ses capacités intellectuelles », et évidemment, l'affaire en est restée là. Deuxième exemple, un peu plus pervers, donc, le magazine Chroniquart
nous interviewe, Éric Nolot et moi, toujours à propos du Monde. Or, Chroniquart appartient à l'éditeur Léo Cher. Léo Cher est quelqu'un qui, comme éditeur, a besoin d'articles dans Le Monde. Donc il ne peut pas accepter que Chroniquart remette en cause Le Monde. Donc sur le conseil de Maître Pierrat, il fait supprimer les 2 pages d'interview qui devaient paraître dans Chroniquart, mais comme en même temps il est malin, il a envie que ça fasse vendre quand même et qu'on en parle. Donc voilà ce que ça a donné dans Chroniquart. Usage publicitaire et commercial de la censure. Vous dites rien, mais vous dites que vous ne le dites pas. De sorte que je finis par me demander si le rôle de pervers de Maître Pierrat ne serait pas de surestimer l'importance des interdits, je pense que c'est ce qu'il fait en permanence, pour justifier son rôle. Dans la mesure où, très souvent, les choses qu'il fait interdire, pas des chances énormes d'être condamnées, mais il faut qu'il fasse peur. Il faut qu'il fasse peur à l'éditeur, c'est son travail. Donc voilà, je crois que la tendance est au renversement de la situation par rapport au XIXe siècle. On avait d'un côté le pouvoir politique, de l'autre la liberté de la presse et des écrivains. Je crois que de plus en plus, ce paradigme-là se modifie en pouvoir médiatique, liberté critique. Le mythe de l'interdit servant, même s'il s'appuie sur quelques réalités, là encore, servant en grande partie à masquer ce renversement. De sorte qu'on se trouve dans un champ littéraire qui pratique d'un côté des provocations sans contenu, des rébellions de confort, des protestations rituelles, avec ce qui manque par-dessus tout, c'est-à-dire une absence de critique. Le véritable interdit, je crois que c'est la mainmise de l'industrie médiatique sur nos représentations. En ce sens, c'est la littérature qui est une lutte pour la complexité. Merci. Merci.